Hey, bonjour à tous, c'est 168, le podcast de l'introspection, le podcast de la sincérité. Enfin, on essaye. Il y a toujours ces dernières petites zones hein, de fausseté, de faux semblants, de paraître, qu'on essaye d'infiltrer hein, et de saboter. C'est très dur, c'est très dur. Là, ne serait-ce que là, je vous parle pas comme je parle aux gens dans la vraie vie, parce que si je parle comme si je parle aux gens dans la vraie vie, on se ferait déjà chier. Et au bout de 15 secondes de 168, vous diriez, bah non, je vais écouter la poudre, parce que j'ai envie d'écouter des personnes lumineuses. Putain, la bienveillance. Bref, j'espère que vous allez bien. Merci à vous d'écouter encore 168, ce podcast étrange. Pas de montage, pas de mixage, pas de générique. Je vais tout vous raconter. Cette semaine, c'était une petite semaine de off, tranquille. Je suis allé voir les amis, là. J'ai fait des dîners alors que j'aurais pas dû. Ah, j'ai fait des dîners après 19h, ouais, j'ai fait ça, ouais. Pas dans des restaurants, chez des amis, j'en peux plus. J'ai besoin de voir des amis, j'ai besoin de discuter. Bref, et, et j'ai dîné chez des amis, un couple d'amis. Et, et la femme de ce couple, qui est quelqu'un de très gentil, extrêmement Charlie, qui écoute beaucoup de podcasts, me parlait des podcasts d'aujourd'hui. Qui me disait aujourd'hui, des podcasts, faire un podcast amateur qui n'est ni monté, sans générique, où c'est juste des gens qui parlent dans un micro. Aujourd'hui, c'est plus possible en 2021. Et là, à l'intérieur de moi-même, une immense goutte de sueur a perlé le long de la colonne vertébrale de mon âme. Oui, c'est exactement le pitch de 168, un podcast sans fioriture, sans habillage, sans travail, diront certains. Et ils auront pas tort. Mais en tout cas, on est sur un truc brut, 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 brut. Je l'ai voulu Wabi Sabi. Si vous ne savez pas ce que c'est que le Wabi Sabi, je vous laisse taper ça sur internet. C'est un courant d'esthétique qui vient du Japon, où on essaye de ne pas faire des choses complexes, qui brillent pas trop, proches de leur état naturel. Hyper intéressant comme philosophie de l'esthétique. Voilà, bah je l'ai, j'ai de la culture, je l'étale. Je suis quelqu'un de vaniteux. Bref. Et donc apparemment, aujourd'hui en 2021, je n'écoute pas beaucoup de podcasts, hein, évidemment j'écoute quelques replays de trucs de radio, mais apparemment le podcast que je suis en train de faire en 2021, aujourd'hui, c'est une erreur professionnelle. Voire c'est du foutage de gueule. Écoutez, moi je l'ai fait justement en réaction à ce que j'avais fait jusque-là, des trucs très chiadés, énormément affinés, raffinés, nettoyés, polis, avec des génériques, avec du maquillage, avec des effets, avec du mix, avec du montage. Et là, j'en avais marre. J'en avais marre, marre, marre. Je voulais un truc sincère où on se parle comme que, voilà, vous êtes là dans votre cuisine en train de faire un wok et je vous parle dans mon salon. C'est ça que je voulais, voilà. Alors est-ce que c'est une erreur? Est-ce qu'à cause de ça, je me tire une balle dans le pied? J'en ai rien à foutre. Je fais ce que je veux. Que ça plaise ou non aux gens. Voilà. Il y a d'autres trucs sur lesquels je vais faire un peu plus de concessions. Là, sur 168, format sans concession. Voilà. Bref, c'est un podcast certes, qui a 10 ans de retard, c'est pas grave, je le fais quand même, je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et après, me dites pas, Pablo, arrête de te justifier. C'est juste que je vous parle de ce qui s'est passé dans ma semaine, pendant les 168 dernières heures. Et il s'est passé ça, il y a eu cette conversation. Et moi, ça m'a interpellé. Je me suis dit, Pablo, t'es peut-être hors sujet avec 168. Et ben, c'est pas grave. T'aimes faire du hors sujet, fais du hors sujet, mon gaillard. Vas-y, envole-toi, vas-y, vole. Ah, il s'en va vers la grande ours. Allez, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé ces 168 dernières heures? Et ben, il s'est passé vraiment quelque chose qui fait que Pablo, il fait un petit régime. Pablo, il fait un petit régime parce qu'il a envie de se ressentir bien dans son pot. Dans son pot, dans son pot. Ouais, excellent. Dans sa peau. Hein, parce qu'il était pas bien et j'étais à l'étroit dans mon corps. Hein, les gens dans la rue m'appelaient Jérôme Commandeur. Là, j'ai dit, oh Pablo, il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Donc, j'ai commencé un régime. Alors, c'est un régime très particulier qu'on appelle manger normalement. C'est très dur comme régime, manger normalement. Ça implique de ne pas grignoter, de ne pas manger 300 grammes de sucre à chaque repas, d'éviter trop les féculents. Enfin, c'est extrêmement dur. J'ai l'impression d'être dans une phase ascétique. J'ai l'impression de faire koh en mangeant normalement. C'est-à-dire que j'ai l'impression de mettre en jeu ma vie, de passer pas très loin d'un état de santé très précaire en faisant juste protéines, légumes. Je pense que vraiment, si je fais koh un jour,
il faut que je sois prêt, quoi, physiquement. Faut déjà que je sois affamé quand j'arrive à koh, sinon le choc sera trop dur. Je pense que je vais m'auto-consommer et qu'à la fin, il restera juste un côlon qui commence à s'auto-grignoter lui-même. Je ne sais pas si vous avez l'image en tête. En tout cas, j'essaye de vous vendre du rêve. Non, c'est extrêmement dur. Moi, vous me connaissez, j'étale mes sentiments, ma vie intime, mes névroses. Hein, moi, j'ai un problème avec le sucre. Je suis un camé, je suis un vieux drogué. Hein, on m'appelle... le Benoît Magimel du sucre bonne maman. C'est comme ça qu'on m'appelle chez moi. Non, j'ai un vrai problème. J'ai un vrai problème avec ça, donc je suis pas bien. Quand on me retire des choses qui tendent à créer un équilibre, un semblant de sécurité dans mon quotidien, je suis pas bien. Donc les 3 premiers jours, j'étais en mode un peu voilà, chien errant, quoi. Fallait pas me parler. D'ailleurs, j'ai dit à Mamour, 2, 3 premiers jours, on va pas se voir parce que vraiment ça pourra partir en bagarre, parce que maman, je vais être agressif, je vais un mot plus haut que l'autre et tu vas me mettre un coup de chaise. Donc j'avais besoin d'être dans mon coin, mais j'étais comme un espèce de vieux chien crevé. Vraiment, j'étais là dans mon appart, un genre de zombie comme ça. J'étais là, du sucre, donnez-moi une pistache. Vraiment, ça devait être misérable, misérable à regarder. Euh, et c'est terrible pour moi. Alors là, justement, j'ai pensé à ça cette semaine. Je me suis dit, j'ai repensé à un documentaire que j'avais vu sur Netflix qui s'appelle Game Changers. C'est sur des gens qui se mettent à devenir végétariens, mais plutôt des grands sportifs, des sportifs de haut niveau qui se mettent à devenir végétariens et qui nous disent: ouais, depuis que je mange que de l'avocat et du quinoa grillé tous les midis, mes performances sont encore mieux. Et je pensais que me priver de viande, ça ferait diminuer mes capacités, mes performances. Pas du tout. Et là, je me suis dit, quelque part, qu'ils aillent se faire foutre. Tous ces sportifs qui nous donnent des conseils de nutrition. Je dis bien sur la partie nutrition des sportifs. Parce que c'est quand même un peu leur taf d'être au top physiquement. C'est-à-dire que faut qu'ils pensent à l'entraînement, faut qu'ils pensent au marketing, faut qu'ils pensent aux produits dérivés, au partenariat avec Nike, pour valoriser des chaussures fabriquées par des petits enfants. Mais il faut aussi qu'ils pensent au fait d'être en bonne forme par rapport à la nutrition. Donc ça fait partie de leur quotidien. C'est leur boulot, tu vois. C'est de l'effort, mais c'est de l'effort rémunéré. Moi, j'adorerais qu'on me paye pour manger correctement. Je le ferais. Si on me donnait 1000 balles par jour pour manger correctement, je te les fais, mais genre easy. Et là où c'était surtout dans Game Changers, j'ai un petit accent anglais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai été scolarisé à Berkeley, dans mon imaginaire, il y a 2 nuits. C'est qu'en fait, ils ont des nutritionnistes et ils ont même des cuistots qui leur font à bouffer. Alors, c'est très facile de sortir de l'entraînement, d'arriver, de mettre les quadriceps sous la table et d'avoir derrière un repas avec les quantités qui nous conviennent, constitué. Ils font pas la cuisine, les sportifs. Donc quelque part, quand ils nous disent il faut bien manger, oui, mais fais la cuisine et on en reparle. Fais la cuisine après une journée de boulot, mon loulou, où tu as passé 8 heures machin, dans un bureau, le problème, le souci, machin et tout, on en reparle. Hein, voilà. Et en attendant, tu te tais et tu vas essayer de courir très vite sur une surface plate. Et ensuite, voilà, on rediscutera de si c'est facile ou pas de manger correctement. Voilà, ça coûte pas plus cher de bien manger. Voilà. Je tenais à dire aussi à propos de ce régime, ça j'y ai pensé. Juste avant de préparer l'épisode, ça c'est un coup de gueule. Ça c'est envers Mamour. Mamour ne m'aide absolument pas pour tenir mon régime. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle m'aime comme je suis. Hein. Elle m'accepte avec le corps qui est le mien, peu importe ses fluctuations. Et à cause de cet amour inconditionnel, on parle d'un amour inconditionnel que Mamour me porte, eh ben, elle ne m'aide pas. Elle ne m'aide pas. Hein. Alors qu'elle pourrait faire un effort en ayant honte de moi. Hein. Moi, c'est ce que je lui demande. Ce que je lui demande, si elle m'aimait vraiment, elle m'aimerait pas, peu importe mon physique. Si elle m'aimait vraiment, quand je suis un peu gros, elle me regarderait et elle aurait un haut le cœur. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Hein. Et elle m'aide pas. Je t'aime, je te trouve pas gros. Bah si, je vois plus ma tub, c'est que je suis gros. Voilà, excuse-moi. Voilà, je commence le podcast, je suis déjà énervé. Putain, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Bref, petit message à Mamour. Ne m'accepte pas comme je suis. Ça me fera plaisir.
Il est important que j'ai honte de moi pour progresser. On en est là. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Oui, tiens, je voulais vous parler du brunch parce que j'ai fait une rupture dans le petit régime. Pour un brunch ce midi, on est dimanche, hein, au moment où j'enregistre cet épisode, je me suis fait un petit brunch avec des amis. Le brunch, je crois qu'on est pour l'instant, sur la forme la plus aboutie du petit déjeuner, qui évidemment, voilà, est la fusion d'un petit déjeuner et d'un déjeuner, mais c'est vraiment la forme la plus aboutie. Après, moi je pense qu'on pourrait peut-être, parce que là, on a 2 repas fusionnés en un. Mais on en a un qui est à la fin de la journée qui est un peu raté. Est-ce qu'on pourrait pas, le brunch généralement est à 11 heures. Est-ce qu'on pourrait pas aux alentours de 13 heures, 13h30, combiner les 3 repas de la journée? Et on appellerait ça un bruncher. Mélange de breakfast, de lunch et de dinner. Le bruncher. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai déjà déposé la marque à l'INPI, hein, c'est pas la peine. Je me suis dit, voilà, comme ça, dedans, ce serait un repas où il y aurait des pancakes. Mhm. Des œufs brouillés, un gâteau à la rhubarbe et un poulet rôti. Comme ça, on met tout, voilà, au sein d'une même assiette. On fait une très très grande assiette de 2 mètres sur 2 et on met dedans des chouquettes et des pommes de terre à l'huile de poulet. Ça, c'est ma proposition. Après, à propos du brunch, je ne sais pas pourquoi, il y a une petite gêne. Moi, quand je dis que je vais faire un brunch, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un truc de connard, un truc de bobo. Alors, est-ce que c'est parce qu'au fait, je suis bobo? Je le suis un peu encore. Hein. Moi, de toute façon, je suis dans un entre-deux-choux niveau classe sociale. Bref, ça, on en reparlera plus tard. Mais moi, les, les brunchs, de toute façon, tout ce qui est de l'ordre de la culture bobo pure, j'ai vraiment du mal. Hein. Alors, le brunch, c'est quoi? C'est l'apologie du plaisir. On veut toutes les saveurs au même endroit. Hein, on veut un maximum. C'est un genre de buffet. Voilà, c'est un buffet d'hôtel, mais chez soi, chez un particulier. Ou évidemment dans un restaurant qui vous facturera ça 75 euros. Mais vraiment, c'est l'apologie du plaisir, le brunch. Le plaisir qui est d'ailleurs une des valeurs cardinales euh, des, des bobos. Le bobo réfléchit énormément en termes de plaisir. Là où avant, le plaisir, avant, quand on était issu d'une classe populaire ou autre, le plaisir était soit une façon de se démarquer socialement, soit une façon de décompresser entre 2 phases de boulot aliénantes. Mais là le bobo, lui, a le plaisir comme finalité elle-même. Hein, c'est ça qu'on vise. C'est l'une des valeurs. Alors que c'était un escalier, c'était un tremplin le plaisir avant. Et là, voilà, non, il n'y a plus rien après le plaisir. On se gave de plaisir. Il y a des œufs à la ciboulette, il y a du kiwi, il y a évidemment des avocats toast, hein, il y a vraiment tout ça. Et après, il y a plus rien, quoi. C'est la fin de l'existence après, l'avocado toast. Je sais pas si je suis allé beaucoup trop loin dans ma théorie du brunch. Quoi qu'il en soit, c'était un brunch que j'ai passé avec 2 amis, un autre couple d'amis. Ah, c'est une semaine où j'ai vu des couples d'amis. Hein. C'était une semaine un peu off, hein, un petit relâche. Je suis allé voir mes amis cette semaine. J'ai fait la tournée. J'ai dit du lundi jusqu'au dimanche, on va faire la tournée des amis. J'ai vu la plupart de mes amis. Et laissez-moi vous dire, c'est la première fois que je le dis. Hein. C'est même la première fois que je m'en rends compte. Je m'en suis rendu compte cette semaine. Là, on est vraiment dans le cahier des charges de 168. J'ai des amis de très très grande qualité. Ah, je le dis, je ne sais pas comment je me suis démerdé, mais tous mes amis sont des gens de très très grande qualité. Ils sont gentils, ils sont évidemment drôles. Je n'ai aucun ami qui n'est pas drôle. Ils sont bienveillants, ils sont propres, ils ont une hygiène mais irréprochable, mes amis, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez des amis à l'hygiène douteuse. Les miens ont une hygiène incroyable, incroyable. Il n'y a pas un mouton de poussière caché sous un scrotum. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ils sont généreux, ils sont à l'écoute, ils sont cultivés, voilà. Non, j'ai des amis, j'ai la chance. J'ai la chance d'avoir des amis de très très grande qualité. Je suis fier d'eux. Par contre, parce que j'aime la nuance, je suis un petit peu déçu par eux. Je suis un petit peu déçu par eux parce que j'ai des amis de très très bonne qualité. Contrairement à moi, hein, qui suis un être tout à fait médiocre sur certains points. Évidemment, j'ai mes qualités moi aussi. Mais voilà, d'un point de vue humain,
je suis quand même un niveau en dessous que la plupart de mes amis, et je suis justement très déçu, ça je le dis à mes amis s'ils m'entendent, je suis très déçu qu'ils puissent fréquenter des gens comme moi. Ah, je suis déçu par mes amis. Quand je vais les voir à la fin du brunch ou de que sais-je, j'ai envie de leur dire non mais franchement, mais t'es trop bien comme personne. Pourquoi tu me fréquentes? Qu'est-ce que tu fais? C'est pourquoi tu fais ça? Je suis obligé de t'ouvrir les yeux sur le fait que tu devrais fréquenter des personnes de qualité. Je veux dire, je te mérite pas, je te mérite pas. Hein. C'est ça que je devrais leur dire. Et je suis en colère contre eux. Et des fois, c'est à cause du fait qu'ils acceptent de fréquenter des gens beaucoup moins bien qu'eux, comme moi, que j'ai plus envie de leur parler. J'ai envie de leur dire, non, tu sais quoi? Tu te permets de t'abaisser en fréquentant des gens comme moi, bah j'ai plus envie de te fréquenter. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Moi après, évidemment, je n'ose pas leur dire et je prie pour qu'ils tombent pas sur un podcast de type 168. Et bon, c'est aussi ça la vie. Écoutez, en tout cas voilà, j'ai la chance d'avoir des amis de très très bonne qualité qui ont en plus des logements de qualité dont ils sont propriétaires et ceci m'angoisse. Transition, vous l'avez vu la transition ou pas? Je l'ai faite, bon elle était un petit peu, j'avoue, elle était un petit peu faite gros sabot, mais va faire une transition entre j'ai des amis de qualité et le fait de devenir propriétaire. Bon, il y a un lien quand même, il y a un lien. C'est parce que mes amis, la plupart, sont propriétaires, ils le sont devenus il n'y a pas si longtemps, et moi, ça me chagrine, ça me crée quelque chose. Il y a une zone d'angoisse qui se crée en moi, il y a une zone d'incertitude, il y a une zone de malaise. Parce que moi, je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. J'aurais les moyens de devenir propriétaire, je ne le fais pas. Je crois que la propriété me fait peur. Je crois que la propriété me fait peur pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un signe de bourgeoisie. J'ai peur d'être étiqueté dans la classe bourgeoisie de manière définitive. Elle me fait peur. J'ai envie de rester près du peuple. Ouais, c'est aussi ça. J'ai peur d'être bloqué par un emprunt. Je m'imagine bien l'emprunt sur 20-25 ans. Et ce qui veut dire que tous les mois, tu dois faire rentrer de l'argent. Hein, ce qui veut dire que tous les mois, il faut être sûr qu'il y ait de l'argent qui rentre à cause de quelque chose. Et ça veut dire que peut-être moi, comme je suis pas rentier déjà, eh ben, je vais devoir accepter des choses que j'ai pas envie de faire. Comme par exemple le mur penché dans VTEP. Alors que je trouve l'émission bien produite, mais j'ai pas envie d'aller faire des rigolades et des galipettes sur un mur penché sur TF1. J'ai envie de pouvoir dire non à des projets parce que je me reconnais pas. Et j'ai peur que si je prends un prêt pour payer un 65 mètres carrés dans Paris intramuros ou en petite couronne parce que je suis habitué à la petite couronne, et ben je suis obligé de dire oui à des trucs du genre VTEP. Ouais, j'ai peur. Vous savez, c'est cette fameuse chose, je crois que c'était dans un spectacle de Chris Rock ou autre chose, c'était Comfort is Poison. Moi, ça me fait extrêmement peur. Il y a une légende qui disait que, je sais plus si c'est Tolstoï ou Dostoïevski, que quand il gagnait de l'argent avec ses livres, il allait tout claquer au casino pour se remettre dans une espèce de précarité économique et pour être sûr d'avoir la rage, d'avoir faim à nouveau et de ne pas se laisser ramollir par le confort et la bourgeoisie. Moi, c'est quelque chose qui me fait peur, ce truc-là. Je l'ai un peu quelque part. Il y a une angoisse, voilà, je le dis. Et puis devenir propriétaire, moi, il y a un vrai truc, c'est que l'idée même de propriété, j'ai un problème avec la notion de propriété. Alors s'il y a des gens propriétaires, vous allez me dire des choses que j'ai déjà entendues 1000 fois. Ça fait chier de claquer de l'argent dans une location, c'est quand même jeter l'argent par les fenêtres. Blablabla. Bla, 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 bla. Ça, je l'ai entendu. Tu vas me dire ensuite, Pablo, tu es quand même propriétaire d'autres choses hors une maison du genre une chaîne IFI, un ordinateur, des vêtements. Donc l'idée de propriété ne te dérange pas. Alors oui, pas faux. Tous ces arguments sont vrais et bons. Mais il y a quand même ce truc-là. Moi, ça m'a marqué. C'est quelque chose que, par rapport au logement, le fait d'être propriétaire d'un logement, là, il y a pour moi ce que je vais appeler le cas Troisième Reich. Et on atteint le point Godwin de cet épisode. C'est-à-dire que tu as beau devenir propriétaire d'un logement, avec un papier, le notaire, le cadastre, tout ça, voilà, la banque, il y a des documents, voilà. Le code de la propriété t'appuie, te soutient dans le fait que ce bien t'appartient. Et bien il y a toujours ce cas possible, le cas Troisième Reich, où tu es chez toi tranquillement, tu es propriétaire dans ton salon, tu manges et puis on toque à la porte et là il y a des personnes en uniforme un petit peu nazi
avec des brassards, des casques et des trucs comme ça. Et ils arrivent, ils ont des armes à feu, et ils te disent, dans une langue peut-être que tu maîtrises pas, ou alors avec un fort accent à caractère germanique ou autre, tu n'es plus chez toi. Dorénavant, ce logement a été réquisitionné. Et toi, tu fais, bah non, en fait, c'est chez moi. Et là, ensuite, il soulève ton corps et il te jette par la fenêtre, comme dans Le Pianiste, magnifique film avec Adrien Brody et réalisé par feu Roman Polanski. J'ai toujours peur, moi, de cette scène-là, quoi, où vraiment, à un moment, la propriété, ça ne marche que si tu es face à des gens qui disent, ok, on va respecter les règles du jeu de la propriété. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui dit, et il y en a, il y en a des cas dans l'histoire, et des cas récents, qui disent, non, non, en fait, tu vois ça, mon arme à feu, elle est plus forte que ton cadastre, au fait. Ouais, bah, le notaire, oui, bah, je l'ai tué juste avant de venir. Donc ton logement, en fait, je fais ce que je veux. Et voilà, il y a toujours pour moi quelque part cette case-là qui dit que la force, voilà, l'argument du plus fort est quand même plus fort que le pouvoir du droit. Alors évidemment, c'est un cas extrêmement rare, extrêmement minoritaire, peu de chances que ça arrive en France, mais c'est une réalité, quand même. Donc comme quoi la propriété est relative. Mais sinon, l'un des trucs qui fait que vraiment j'ai un peu peur de la propriété, c'est ce truc-là de devenir un peu aussi, bon, enchaîné à un prêt, que sais-je, et aussi de devenir bourgeois. Moi, ça me fait peur. Aucun de mes parents n'est propriétaire. Aucun. Bah, ça a toujours été un grand mirage, un grand projet, la propriété d'un logement dans notre famille. Euh, Il y a ce complexe-là. Vous savez, moi, je viens d'une classe moyenne tendance pauvre. Alors, pas pauvre, pauvre, mais classe moyenne tendance pauvre, quoi. HLM, petit revenu, 25 ans à découvert pour mes parents. Enfin, voilà, voilà, les vacances populaires, camping, ce genre de choses, quoi. Et moi, vous savez, petit à petit, je viens de ce milieu-là, et en quelques années, depuis 2012, 2013, j'ai réussi à, voilà, à engranger un peu d'argent, la notoriété, tout ça, et je suis passé dans une classe sociale un peu différente, quoi. Alors, je suis pas dans la très haute bourgeoisie, mais je suis devenu vraiment bobo. Je suis vraiment devenu bobo, bobo, bobo. C'est-à-dire une culture à la bohème, mais avec des revenus, voilà, de l'argent, qui font de moi une personne un peu bourgeoise. Et je suis dans cet entre-deux. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. J'ai le cul entre deux chaises. Entre une espèce de classe moyenne basse et une espèce de haute bourgeoisie. Et je suis entre les deux. Je suis tiraillé. Et j'ai pas envie d'aller ni dans l'une ni dans l'autre pour toute la vie. J'aime bien les deux. Il y a des choses qui sont bien dans les deux. Par exemple, j'aime bien les couverts de la bourgeoisie. J'aime beaucoup ça. Par contre, je préfère les interactions sociales de la classe populaire. Ça, je préfère. C'est plus sympathique, c'est plus chaleureux, c'est plus détendu, voilà, c'est plus authentique, sincère. Voilà, alors que la bourgeoisie, bon, bah, les rapports sociaux sont un peu plus codifiés. Et cette semaine, je me suis dit ça, c'est une vraie réflexion. Je me suis dit, Pablo, où est-ce que tu te situes socialement sur l'échiquier de la lutte des classes? Et je suis entre deux, hein, je vous l'ai dit, en ce moment, je suis le cul entre deux chaises, entre une classe moyenne, moyenne populaire, et puis de la bourgeoisie. Je suis entre les deux. Et je crois qu'au fait, comme il y a des personnes qui sont gender fluides, qui un coup se sentent hommes, un coup se sentent femmes, ben moi c'est pareil. Un coup je me sens populaire, un coup je me sens bourgeois. Un coup je vais déjeuner au Meurice, un coup je me fais un haut tacos au fin fond du Val d'Oise. J'aime les deux. Voilà, c'est comme ça. Je suis dans cette espèce d'aller-retour, sans prise de position claire et définie, par peur d'être étiqueté. Voilà. Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est le plaisir de se balader? Est-ce que c'est le vagabondage de la lutte des classes? Je sais pas. Je suis un ronin de la lutte des classes. C'est comme ça. J'aime bien l'idée d'appartenir à rien du tout. Donc j'ai décidé de créer l'expression je suis classe fluide. Puisque tout le monde crée des expressions, des étiquettes, des catégories. Je suis classe fluide. Ce qui veut dire que je suis bobo, mais je suis bobo mobile. Je suis bobo mobo, voilà en gros. Je peux aller vers de la bourgeoisie et vers de la classe populaire. C'est mon credo. Je sais pas si ça vous plaît ou pas. Que sais-je. Allez, j'aimerais terminer avec un dernier sujet un petit peu cul, quoi. J'avais envie de parler de cul, j'avais envie de parler de sexe. Je vais vous exposer une théorie que j'ai exposée sur Twitch il n'y a pas si longtemps, mais qui
qui est ma vision de la sexualité du début du couple, hein, parce que évidemment la sexualité est différente à différentes étapes d'une relation. Et moi, je m'intéresse là au début du couple. Et j'ai remarqué, parce que voilà, j'ai un petit peu d'expérience, un petit peu de bouteille, quoi, un début de relation en termes de sexualité, il y a ce que je pourrais appeler la règle des 100 jours. Je pense que je vais en faire un bouquin que je vais balancer chez Gallimard. La règle des 100 jours, qui est que quand deux personnes se rencontrent, évidemment, c'est l'émerveillement, c'est la joie, on découvre un nouveau monde, on découvre l'infini dans les yeux de l'autre, on découvre l'esprit de la nature entre deux lèvres. Et donc, chacun va un peu l'un vers l'autre, que ce soit en termes de culture, en termes d'idéologie et en termes un peu de sexe, hein. C'est-à-dire que chacun fait un pas ou deux vers l'autre pour découvrir, pour bousculer un petit peu, quoi, bouger les frontières de sa propre sexualité. Et je crois qu'il y a ce qu'on pourrait appeler 100 jours, comme pour Joe Biden, comme pour un mandat présidentiel, il y a 100 jours où tu peux vraiment bouger les choses en termes de sexualité avec ton ou ta partenaire. On peut essayer des choses, on a envie d'essayer des choses, on a envie de sortir de soi-même, on a envie d'aller à la rencontre de l'autre, on a envie de faire des nouvelles expériences. Évidemment, on ne peut pas y aller trop fort, trop loin, mais pendant ces 100 jours, il y a une espèce d'euphorie, d'effervescence. C'est la movida, comme on dirait, sur la Plaza Real, où on a envie, où on teste un peu tout et n'importe quoi. Et après ces 100 jours, puisque la relation se consolide, et ben là, ça devient plus dur, plus lent de bouger les choses, parce que ça demande de l'énergie, il y a un peu moins de jeu dans la sexualité, on a trouvé ses marques, on a trouvé des nouvelles marques, et on n'a plus trop envie de bouger, et on installe un peu plus de routine, de sécurité, ce genre de choses. C'est ma théorie des 100 jours. Donc en gros, mesdames, si vous tombez sur un partenaire et que vous avez envie qu'il soit plus doux, plus tendre, plus sauvage, plus original, plus imaginatif, vous avez 100 jours. 100 jours. Messieurs, si vous tombez sur une femme et que vous la trouvez waouh, un peu trop cinglée, calme-toi, attention, ou alors que vous voulez hein, qu'elle ken comme dans un film de, hein, voilà, de tout ce qui est à caractère graphique, et bah vous avez 100 jours. Il faut y aller doucement, hein, c'est de la discussion, c'est tout ça, mais ça va plus vite que. Après, c'est fini. Après, les 100 jours, c'est un an pour arriver à introduire une nouvelle pratique. Une phalange ou quoi que ce soit, ça prend un an de lobbying, dans les deux sens. Donc, vous avez 100 jours. Voilà, ça c'est pour les gens qui se mettraient en couple au moment où je vous parle de ça. Parlez-en autour de vous, tiens, si vous vous mettez en couple là, au moment où je vous parle de la théorie des 100 jours, parlez-en à votre partenaire et on va voir ce que vous en pensez. Balancez-moi un petit commentaire sur la plateforme que vous voulez et puis on verra si je dis des conneries ou pas. Allez, c'est la fin de cet épisode de 168. Dis donc, c'est passé vite, hein. J'ai passé un bon moment. Je vous ai parlé de ma vie, de tout. J'espère que vous avez passé, vous, 168 bonnes heures, hein, celles qui viennent de s'écouler. J'espère que vous allez en passer 168 bonnes à nouveau. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis surtout, vous prenez soin d'une personne au moins, ou deux à côté. Hein, pas plus, parce qu'après c'est fatigant. Mais déjà, une ou deux, c'est bien. Allez, je vous fais des bisous. Bessos.